Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maud, j'attends ton signal pour commencer dès que nous sommes prêts. Eh ben, écoute, je pense qu'on peut commencer, hein, Carolina. Voilà, super. Parfait. Effectivement, je crois que mes invités sont bien installés. J'espère que vous, public, l'êtes également. Bonjour, je m'appelle Carolina Thomas, je suis journaliste à l'ADN et merci de nous rejoindre dans cet amphithéâtre pour cette nouvelle rencontre, une table ronde plus précisément que j'ai la joie d'animer ce matin. On le sait, désormais, notre destin est intimement lié à celui des océans, mers, lacs, fleuves et rivières. Ce sont des sources de vie, d'emploi, d'alimentation, de plaisir, de loisirs et de rêves, mais ils sont aussi menacés par le réchauffement climatique, la pollution plastique, la surpêche, entre autres conséquences de l'activité humaine. Peut-on restaurer les écosystèmes marins? Est-il encore temps d'agir ou faudra-t-il, tel que nous avons appelé cette table ronde, verrouiller mer et océan pour assurer leur résilience et la nôtre par la même occasion? Quel sera le prix de l'inaction climatique sur les océans? Quelle est la part de responsabilité des individus, des entreprises, de la puissance publique? La bataille pour la reconnaissance des droits de la nature des générations futures du crime d'écocide marque-t-elle un changement de paradigme dans la question environnementale? Vous le voyez, les questions sont nombreuses et j'ai la joie d'accueillir pour en parler trois invités dont les expertises croisées vont, je l'espère, nous permettre de mieux comprendre des problèmes complexes et globaux. Euh, je vais vous présenter rapidement et après, lors de notre discussion, vous allez effectivement pouvoir nous expliquer vos expertises. Je vais commencer par Joachim. Joachim Claudet, bonjour. Bonjour, vous savez, Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement, le CRIOB. Marine Calmet. Alors Marine, je crois que vous êtes de l'autre côté, je vous vois. Marine, vous êtes seule. Si peut-être vous avez la possibilité de rejoindre nos deux invités, ce sera plus sympa. Marine, vous êtes avocate de formation, juriste en droit de l'environnement et des peuples autochtones. Vous êtes cofondatrice et présidente de l'association Wild Legal. Et enfin, Karine Potin. Karine, bonjour. Vous êtes directrice de la réserve naturelle marine de la Réunion. Bonjour. Joachim, bonjour. Joachim, effectivement, je vais commencer par vous. Mais déjà, effectivement, comme je le disais, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre expertise et votre travail? S'il vous plaît. je vais essayer d'être bref, j'imagine. Euh, Mon expertise, c'est que je travaille sur les problèmes de durabilité de l'océan et donc j'essaye de réfléchir avec d'autres à comment concilier usage au sens large, donc la manière dont on soit de l'exploitation directe, comme par exemple la pêche, ou que ce soit pour le plaisir ou pour plein d'autres raisons, donc de concilier usage et conservation. Euh, et de la durabilité, qui sont un bon état environnemental, de l'équité sociale, il faut que les bénéfices puissent être distribués au plus grand nombre et qu'on puisse en tirer une activité, un développement économique. Et évidemment, la manière dont on utilise l'océan a le plus souvent un impact direct sur la qualité environnementale du milieu. Donc, il s'agit de chercher à faire les meilleurs compromis entre usage et bon état environnemental. Donc justement, effectivement, et c'est pour ça que je souhaitais que vous nous développiez votre travail et vos sujets de recherche, le, la question de l'activité humaine a une pleine place dans votre travail. Donc, du coup, je voulais me servir justement de votre expertise scientifique pour que vous nous disiez aujourd'hui, tout simplement, dans quel état est l'océan et sa biodiversité et quels sont les grands dangers et les menaces auxquels il fait face et si on peut les hiérarchiser. Du coup, ça fait beaucoup de questions, mais si effectivement vous pouviez nous faire part d'une forme d'état des lieux, s'il vous plaît.
Alors, dans quel état est l'océan? Pas très bon. Parce que, comme je vous le disais, il est impacté par et quelque chose que je ne vous ai pas dit au tout début, c'est là on est au salon nautique, donc on sait bien à quel point l'océan peut nous être utile et on en a besoin pour notre bien-être. Mais en plus de tout ce qu'on connaît, il faut savoir que l'océan produit une très grande partie de l'oxygène qu'on respire, produit une grande partie des ressources pour nous qui nous lient à l'océan. Et donc, il est en mauvaise santé parce que voilà, nos activités, on appelle ça, il y a une empreinte humaine très forte dans l'océan. Et pour hiérarchiser les impacts, oui, il y a un groupe d'experts qui s'appelle l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC du climat, mais pour la biodiversité, qui a fait une évaluation mondiale récemment qu'il y a sur l'océan. Euh, et la pression la plus importante, en tout cas qui a eu le plus d'impact jusqu'à maintenant, directe de la ressource, la pêche en particulier, et la pêche destructive. C'est elle qui a eu modifié le plus les écosystèmes. Ensuite, en second lieu, c'est la modification de la manière dont on utilise la mer avec, par exemple, l'urbanisation côtière. Il y a également la pollution, il y a également l'invasion d'espèces non indigènes, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est ce qu'on appelle aussi des espèces envahissantes, c'est des espèces qui n'appartiennent pas à un endroit et qui se développent parce qu'elles ont été transportées, par exemple, par les eaux de ballast des bateaux. Ça, c'est les 4 à 5 drivers, on appelle ça, aux forçages les plus importants. Et bien évidemment, ils n'agissent pas en isolation, ils agissent en interaction. Et en plus de tout ça, ce qu'il y a de plus en plus et dont les effets se font déjà ressentir de manière conséquente, c'est le changement climatique. Ça se manifeste par plusieurs biais. L'augmentation de la température de l'eau, modification des courants, et tout ça a un impact direct sur les espèces, les habitats, les écosystèmes, et in fine nous-mêmes, puisque par exemple la pêche ou la capacité de l'océan à produire de l'oxygène est modifiée, impactée et amoindrie par le changement climatique. Alors du coup, je vais me retourner vers Karine, justement, Karine, qui a ce regard terrain. Karine, est-ce que vous voulez réagir sur justement les propos de Joachim? Est-ce que vous voyez, même au quotidien, cet impact de l'activité humaine, entre autres? Oui, alors effectivement, nous à la réserve marine de la Réunion, donc en fait là, c'est vrai que Joachim parle d'un point de vue général, donc d'un point de vue plus spécifique sur notre aire marine protégée de la Réunion. On a également des menaces, évidemment, ça rejoint évidemment, bien entendu, les menaces qu'a énuméré Joachim. Donc nous, évidemment, c'est une réserve qui a été créée en 2007 parce que les récifs coralliens étaient fragilisés à la Réunion. Et il faut savoir que l'évolution de la Réunion a été assez exponentielle. Donc déjà, nous, on a une population de près de 800 000 habitants pour une petite île où la majorité est évidemment concentrée sur le littoral. Et on a une forte fréquentation sur notre réserve marine qui fait 40 km de long. Donc en fait, nous, à la Réunion, sur la réserve marine, on a déjà une concentration d'activités qui vont avoir un impact direct et indirect assez importante, qu'on va avoir une fréquentation importante de toute la population déjà réunionnaise, locale, et également les touristes qui vont venir sur les côtes ouest et sud-ouest pour fréquenter la réserve marine, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont certes réglementées, mais autorisées. Ensuite, à La Réunion, on a aussi un contexte particulier c'est une île montagneuse, donc on a une problématique de bassin versant importante, c'est-à-dire que toutes les activités qui sont sur la montagne, les activités urbaines, agricoles et dans une moindre mesure industrielle, vont avoir un impact sur l'aval, sur le réceptacle, c'est-à-dire les récifs coralliens. Donc on a les activités directes qui vont avoir un impact, les activités, comme l'a dit Joachim, notamment extractives de pêche, mais aussi toutes les autres activités qui peuvent avoir un impact. Les activités du bassin versant, et ensuite, on n'est pas exemple, évidemment, de tous les problèmes que cette fois-ci, on ne peut pas gérer, qui sont les problèmes liés au réchauffement climatique, avec les phénomènes de blanchissement corallien. On a également, à La Réunion, c'est de plus en plus fréquent, des problèmes aussi
cyclones qui arrivent régulièrement et qui viennent détruire mécaniquement les récifs coralliens. Et il nous arrive également d'avoir quelquefois des grandes marées qui font que les récifs coralliens sont exondés pendant un temps assez important et qui font qu'ils peuvent aussi mourir. Donc tous ces phénomènes vont menacer évidemment l'île et effectivement la part humaine est très importante. Donc effectivement, nous ne pouvons pas avoir d'impact sur les pressions naturelles, dites naturelles. Par contre, il nous faut agir évidemment sur l'impact de l'homme, à la fois directement et sur tout l'aménagement et le développement de l'île en amont sur le bassin versant. Alors, effectivement, partie de ce constat, comment peut-on agir? Quels sont les leviers de résilience qui sont disponibles? C'est toujours pour moi, pardon? Joachim, Karine, Marine, question ouverte. Nous, pour la réserve marine, je laisserai mes collègues après compléter. Nous, à la réserve marine, d'un point de vue très concret, on a trois leviers. Il faut d'abord bien connaître, pour pouvoir agir, il faut connaître son milieu. Donc, il faut améliorer l'état des connaissances parce que si on ne connaît pas l'état de son milieu, on a du mal à pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des mesures de gestion concrètes sur le territoire. Après, on a toute la partie sensibilisation, éducation à l'environnement pour les enfants, les scolaires, mais également la sensibilisation du grand public et des touristes. Et ensuite, malheureusement, lorsque cela ne suffit pas, il y a toute la partie réglementation avec la surveillance et la police sur l'espace en vigueur. Mais le grand mot, je pense que c'est la communication. Et si je peux me permettre, par rapport à ce qu'a dit Joachim aussi, il faut se rendre compte qu'il faut avoir une vérité terrain, c'est-à-dire que ça dépend aussi de l'appropriation des usagers sur terrain par rapport à l'aire protégée et leur rapport aussi à la mer. Si vous êtes en Polynésie, si vous êtes à Hawaï, la population est déjà très liée à la mer. Donc, c'est plus facile quelque part d'aller vers sa protection. À La Réunion, par exemple, les Réunionnais n'ont jamais été tournés vers la mer historiquement. Ce n'est que très récemment, avec le développement des activités touristiques, nautiques, que la mer a été apprivoisée, etc. Donc, c'est toujours plus compliqué. Et il faut savoir aussi que lorsqu'on essaye de protéger un milieu tel que l'océan, la mer, en fait, ce sont des milieux qui ne sont pas visibles directement. Lorsque vous allez dans une forêt, il vous suffit juste de savoir marcher. Alors que pour appréhender un milieu comme l'océan, il faut savoir nager, voire même savoir plonger. Donc, en fait, il faut travailler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un des leviers, c'est de travailler avec la population. Et d'ailleurs, on l'a vu lors de la construction de notre deuxième plan de gestion, les citoyens eux-mêmes, maintenant, vont être partie prenante de la protection, de la gestion de la réserve marine. Ils ont envie de participer simplement, et pas simplement qu'on les informe de l'état de santé des récifs. Ils veulent participer, ils veulent être ambassadeurs, ils veulent participer au suivi, ils veulent être, ils veulent être avec nous dans la gestion. Et c'est là-dessus, je pense, et avec l'action citoyenne qu'on arrivera à avancer tous ensemble. Et surtout en mettant en œuvre que c'est tout un chacun qui doit agir et qu'on ne doit pas focaliser sur une cause en particulier. J'allais vous demander, vous constatez un changement d'état d'esprit dans la population sur ces questions-là? Sur ces questions-là, après on a d'autres sujets, on ne va peut-être pas le soulever aujourd'hui avec la gestion du risque requin, mais il est vrai que de toute façon, quand vous mettez en place une aire protégée, une aire marine protégée, forcément, vous allez emmener de la contrainte, vous allez emmener du changement, donc ce n'est pas toujours bien accueilli favorablement. Après, il faut expliquer aux gens pourquoi on met en place une aire marine protégée, à quoi ça sert, pour l'économie, pour le patrimoine naturel, bien sûr, pour la protection du littoral, parce que les récifs coralliens participent mécaniquement à la protection contre la houle. Il faut expliquer pourquoi et puis il faut travailler avec eux. Et les changements, oui, on a observé des changements, notamment chez les enfants, ce sont notre cœur de cible. Et forcément, l'éducation des enfants va aussi changer le comportement des parents. Nous, on le voit en termes d'infractions. Il y a beaucoup moins d'infractions de jour, et notamment tout ce qui est marche sur le corail, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, puisque la population maintenant connaît ce qu'est un récif, à quoi il sert, comment il fonctionne. Maintenant, on a toujours des soucis. Ça, c'est pareil dans toutes les aires protégées. On a surtout du souci, nous, avec le braconnage de nuit. D'accord. Joachim, du coup, justement, par rapport à ces propos de Karine et ce retour d'expérience terrain, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça recoupe énormément des aspects sur lesquels on travaille. D'une part, parce qu'on travaille beaucoup aussi sur le terrain. Et que les mouvements d'action qu'on essaye d'avoir au niveau aussi international
viennent et sont bien évidemment renseignés par les actions de terrain. Donc nous en particulier, en ce moment, on travaille à développer 7 grands domaines d'action pour un meilleur usage durable de l'océan et qu'on essaye d'inscrire dans pour info, les Nations Unies, sous l'égide de l'UNESCO, viennent de lancer la décennie des sciences océaniques pour le développement durable. Et donc, on est dans la première année, là, 2021, et c'est une décennie où vraiment toutes les sciences de l'océan doivent se mettre en ordre de bataille pour que d'ici 10 ans, on puisse avoir un développement beaucoup plus durable autour de l'océan. Et donc, les 7 grands domaines d'action qu'on identifie et au sein desquels on travaille, c'est donc sans hiérarchie aucune, mais d'une part les actions directes pour améliorer la santé des écosystèmes. Donc, c'est par exemple ce dont vient de parler Karine, les aires marines protégées, limiter les pressions directes, avoir des zones où on va ne plus avoir d'activité humaine, où on va les limiter pour partie pour réduire les impacts. Et c'est aussi toutes les actions qui permettent de limiter les effets du changement climatique, et comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi toutes les problématiques d'équité et de justice. Une grande partie des problèmes qu'il y a dans l'océan, c'est que peu d'acteurs se partagent une grosse partie du gâteau, si on peut parler comme ça, et qu'un grand nombre d'acteurs qui ont pourtant des pratiques plus durables, des communautés autochtones ou des communautés plus vulnérables, souvent n'ont pas d'accès ou plus d'accès à l'océan. Il y a aussi le développement d'activités économiques durables pour que la manière dont on utilise ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire toutes les ressources de l'océan, comme la pêche, la production d'algues ou la recherche pour les médicaments. Il y a énormément de médicaments et de molécules pharmaceutiques, en tout cas, et de plus en plus qui proviennent de l'océan. Et le taux de conversion, le taux de réussite par rapport aux recherches est beaucoup plus important dans l'océan qu'à terre. Donc c'est un grand vivier, l'océan, pour la recherche médicale. Il faut que ces pratiques soient durables. Ensuite, un quatrième mécanisme, c'est la mise en place de mécanismes financiers. Comme il y a une finance verte, il faut qu'il y ait une finance bleue qui soit incitative pour injecter de l'argent dans des pratiques durables. Au niveau scientifique, il faut qu'il y ait une plus grande intégration et collaboration des différents champs disciplinaires, puisqu'on le voit qu'il faut une connaissance experte de l'océan, donc c'est les sciences de l'océan, les sciences physiques, chimiques, biologiques, écologiques, mais in fine, la gestion, on ne gère pas l'océan, on gère les hommes. Et donc, il y a besoin d'une très grande intégration des sciences de la nature avec les sciences humaines et sociales. L'anthropologie, la géographie, les sciences de la décision, par exemple, pour ne citer qu'elles. Il faut aussi ce qu'on appelle l'alphabétisation, l'ocean literacy. Ça a été dit précédemment, donc c'est faire comprendre aux gens à quel point on dépend de l'océan, à quel point notre mode de vie, qu'on soit un pêcheur ou qu'on soit dans une grande ville loin de l'océan, on dépend très fortement de l'océan, de manière plus ou moins directe, mais on en dépend très fortement. Et faire comprendre aux gens à quel point l'océan est au cœur de nos vies, ça participe ensuite d'une meilleure relation qu'on peut avoir avec la nature et le monde marin. Et enfin, pour finir, excusez-moi, j'étais un peu long, tout ça, ça doit participer d'une gouvernance qui est plus inclusive et plus multisectorielle. Et ce n'est pas facile, mais c'est que comme ça qu'on arrivera à avoir des meilleures pratiques. Mais en vous écoutant justement, en énumérant finalement ces 7 leviers, on comprend bien à quel point le problème est complexe et multidimensionnel, ce qui me permet de me tourner vers Marine. Et je vais aussi adresser un petit message parce qu'il y a déjà des questions qui arrivent effectivement sur le chat public. Si vous, dans le public, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans ce chat public et je les retranscrirai en fin de session. Marine Calmet, justement, avec vous, je voudrais évoquer le levier du droit.
Il se trouve que vous militez pour la reconnaissance des droits de la nature, notamment la question autour de la reconnaissance de l'écocide. Je voudrais d'abord, comme tous les autres invités, que vous nous expliquiez justement votre activité. Wild Legal, qu'est-ce que c'est? Sur quel sujet vous travaillez? Alors, merci pour cette question. Bonjour et merci à tous d'être ici. En fait, donc, je suis avocate de formation, juriste pour la protection des droits de l'environnement. Et effectivement, j'ai créé cette association qui s'appelle Wild Legal et qui a pour objectif justement la reconnaissance des droits de la nature, donc des droits intrinsèques des écosystèmes à exister et de la reconnaissance du crime d'écocide dans le droit français. Et donc, l'objectif en fait de ce travail juridique, c'est de pouvoir lutter contre l'impunité de certains pollueurs qui mettent à mal malheureusement la protection de la nature et qui de facto donc mettent en danger l'habitabilité de nos territoires. Et donc, tout ce travail, notamment juridique, mais également de sensibilisation, de plaidoyer, de lobby auprès de nos institutions, il est de faire avancer la loi pour obtenir une meilleure reconnaissance, en fait, de ces intérêts de la nature dans nos législations. Puisqu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes qui sont prévus, mais on voit bien, malheureusement, que justement, ils ne suffisent pas, en fait, à garantir le bon fonctionnement de nos écosystèmes. Je prends par exemple, on en a parlé justement tout à l'heure, l'acidification des océans qui est due évidemment notamment aux impacts humains. On voit également d'autres impacts qui sont directement liés comme les pollutions industrielles. Par exemple, cette année, nous travaillons donc sur le sujet de la pollution aux boues rouges, c'est-à-dire les boues déversées par les industriels qui travaillent dans le domaine de la bauxite. Et dont nous avons un exemple flagrant en fait au large de Marseille. C'est-à-dire que au large de Marseille, il y a malheureusement un industriel qui, depuis les années 60, a déversé 32 millions de tonnes de boue rouge directement dans l'océan. Donc c'est un peu cette mentalité finalement que l'océan pourrait aussi être une décharge, une poubelle dans laquelle on vide nos déchets tout simplement. On l'a fait pendant longtemps, notamment avec les déchets nucléaires qu'on envoyait directement sous l'eau, les anciens bateaux de guerre et autres déchets qu'on ne stocke pas sur Terre, mais qu'on stocke directement sous l'eau. Et ça, c'est un mécanisme qui est assez révélateur, malheureusement, de notre comportement vis-à-vis de la nature. Et donc, forcément, face à ça, aujourd'hui, il faut faire évoluer nos législations pour garantir les droits de la nature et faire en sorte que, justement, comme disait notre autre intervenant il y a quelques instants, on ne gère pas la nature, mais on gère les humains. C'est une très bonne formulation. C'est-à-dire que c'est à nous, humains, pour le coup, de prendre aussi nos responsabilités vis-à-vis de ces océans, d'accorder toute sa place, en fait, à ces écosystèmes dans notre ordre juridique. Et donc, c'est pour ça que, notamment, nous militons pour la reconnaissance du crime d'écocide, qui est un crime en fait pour sanctionner les personnes qui portent des atteintes graves, durables ou étendues aux écosystèmes et qui donc compromettent l'habitabilité de nos territoires, la bonne santé des écosystèmes pour les générations futures. Et forcément, aujourd'hui, c'est une bataille qui est engagée puisque au cours des discussions sur le projet de loi climat, nous avons obtenu le soutien de différents parlementaires, de différents groupes politiques. Et donc, ce sera une discussion qui sera exposée durant les débats dans l'hémicycle qui commenceront donc le 29 mars prochain. Et nous espérons justement avoir des discussions qui soient au niveau des enjeux actuels, c'est-à-dire des enjeux extrêmement urgents, extrêmement importants, si nous voulons évidemment préserver cet océan vital pour les générations futures. Mais alors du coup, justement, pourquoi l'introduction d'un délit d'écocide est à votre sens insuffisant? Parce que justement, ça a été un des débats. Délit ou crime, la notion de délit est insuffisante à votre sens? Alors effectivement, c'est insuffisant puisqu'en fait, le crime d'écocide a pour ambition évidemment d'être également reconnu au niveau international puisqu'il y a des discussions en cours depuis plusieurs années devant la Cour pénale internationale, donc la cour qui juge justement
au sein de cette communauté internationale les crimes les plus graves, et jusqu'ici les crimes commis contre les humains, avec notamment le crime de génocide. L'objectif du crime d'écocide est d'être le pendant environnemental, si on peut le dire comme ça, du crime de génocide, c'est-à-dire les atteintes les plus graves qui mettent en danger finalement notre planète, des atteintes globales. Et donc, forcément, puisque nous militons au niveau international pour que ce crime soit reconnu devant justement la Cour pénale internationale, il ne se peut pas qu'en droit français, il ne s'agisse que un délit de pollution, ce que nous propose actuellement le gouvernement, c'est-à-dire un délit assez banal, assez lambda, c'est-à-dire un délit qui en fait plutôt dans la mentalité de ce qu'on développait dans les années 80, c'est-à-dire les petites pollutions, ou les pollutions locales. Or, nous militons pour un crime, parce que le crime, évidemment, c'est plus grave, vous le savez, dans la hiérarchie des infractions. Et nous nous penchons, avec le crime d'écocide, sur les délits, sur les crimes les plus graves causés à l'environnement. Donc, le crime d'écocide s'entend en fait comme le crime au sommet de la pyramide des infractions causées à la nature. Et donc, évidemment, on ne peut pas dire l'un et l'autre. C'est un peu ce que nous reprochons d'ailleurs au gouvernement, c'est que d'un côté, le gouvernement dit « nous allons soutenir la reconnaissance de l'écocide au niveau de la Cour pénale internationale » et donc évidemment d'un crime majeur commis contre la nature et l'humanité qui en dépend évidemment. Et d'un autre côté, en droit français, nous n'allons reconnaître qu'un délit de pollution assez classique. Ça, c'est incompatible en fait en droit international. Ce n'est pas cohérent. Et donc, aujourd'hui, nous sommes évidemment là pour discuter de ces questions avec le gouvernement. Alors, en fait, quand je vous écoute, finalement, tous les trois, c'est là où on voit la complexité. Et je vais certainement aussi rebondir sur le titre de cette table ronde que, c'est vrai, je n'ai pas précisé en début de séance, où on se projetait à 2050 en se disant, est-ce que peut-être, finalement, on va arriver à un stade de dégradation de nos écosystèmes où il faudra même verrouiller entièrement les territoires. Moi, ma question à vous trois, qui représentez donc des expertises diverses, c'est comment justement on n'arrive pas à ces extrémités-là et comment on réconcilie l'activité humaine avec la préservation de la nature, si tant est qu'il est encore justement possible de continuer à se développer, de continuer à profiter de ce que la nature a à nous offrir, tout en effectivement respectant de nouvelles règles du jeu. Qu'est-ce que ça vous évoque? Chacun peut prendre la parole comme il le souhaite. Je peux peut-être intervenir déjà parce que c'est un élément qui est revenu avec les deux précédentes interventions. Ce qui est clair, c'est que je vous ai parlé beaucoup de l'action citoyenne, mais je pense aussi qu'il faut que les aires protégées, en tout cas les aires marines protégées, c'est aussi notre dynamique pour le prochain plan de gestion. Il faut qu'on s'ancre plus en montrant qu'on est un outil du territoire. En gros, on n'est pas que des empêcheurs tournés en rond, et que si on met en place une réglementation, c'est qu'il y a une raison, et c'est qu'on explique, c'est ce qu'a dit Joachim, pourquoi c'est important de protéger cet océan, de protéger, par exemple, les récifs coralliens à La Réunion. Donc nous, déjà, la première chose, c'est ce que disait Joachim, c'est aussi expliquer, et nous, le levier, il est évidemment citoyen, mais il est également au niveau décisionnaire. Donc là, on a parlé au niveau international, mais moi, je parle au niveau concret, au niveau de notre île de La Réunion. Nous, il faut qu'il y ait un vrai engagement politique local sur le terrain. Parce que s'il n'y a que les citoyens, mais que tout ce qui doit être décidé en amont en termes de construction, d'aménagement, du développement économique et touristique, s'il n'est pas éclairé et s'il n'est pas éclairé par nous, et du coup, on va avoir de mauvaises décisions. On ne pourra pas aller justement sur ce développement harmonieux entre le développement économique et la protection du patrimoine. Donc en fait, déjà, il faut expliquer aux élus que ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas parce qu'on protège un endroit que forcément, il va y avoir de la perte économique. Non, c'est simplement qu'il faut repenser l'économie, il faut repenser le développement de l'île différemment. Nous, grâce à l'IFRECOR, on a pu avoir une estimation des services rendus par les récifs coralliens à La Réunion, et on a expliqué aux élus que les récifs coralliens à La Réunion rapportaient 49 millions d'euros par an au territoire. Donc, ce n'est pas simplement juste pour protéger quelques poissons clowns ou holoturies, mais c'est aussi parce que les récifs coralliens sont une richesse économique.
et que si demain, il n'y a plus des récifs coralliens en bonne santé, c'est 49 millions d'euros en moins pour le territoire. Vous voyez, il faut déjà aller là-dessus, quoi. Et je crois vraiment que c'est aussi leur montrer, les élus, ils ont besoin, c'est pour ça qu'il faut qu'on continue aussi la science, comme l'a dit Joachim, les études, parce que les décideurs ont besoin d'avoir des chiffres, ils ont besoin d'avoir des preuves pour qu'on leur montre les chiffres, comment ils fonctionnent, comment ils dysfonctionnent, qu'est-ce qu'ils rapportent. Et après aussi l'efficacité, vous voulez en parler, sur les sanctions qui sont interdites à toute activité. Nous, on le montre dans notre grande étude que l'on fait sur l'effet réserve sur notre réserve. On montre que les zones sanctuaires où toute activité est interdite, et bien, il y a des effets qui se font ressentir. Il y a des effets sur les poissons, il y a plus de poissons, plus d'espèces, les animaux sont en plus grande taille. Et ça, c'est expliqué qu'évidemment, c'est très bon pour le patrimoine marin naturel de la Réunion, mais c'est bon aussi pour l'économie. Parce que s'il y a plus de pêcheurs, pardon, excusez-moi, s'il y a plus de poissons, ben forcément, il va y avoir plus de pêche possible pour les pêcheurs. C'est leur montrer tout ça. Joachim, est-ce que vous avez aussi une réaction par rapport à ce que nous venons d'évoquer? Oui, bah déjà, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vient de dire Karine. Et donc, comment sera notre océan dans 50 ans? Ça dépend un peu justement de ce qu'on fait maintenant. Donc, si on abonde dans les 7 grands domaines là, dont je vous ai énuméré les grandes catégories là avant, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des effets tout à fait positifs, et on peut réconcilier conservation et exploitation. Maintenant, et un grand problème qu'on a, pour rebondir sur ce que disait Karine, c'est quelque chose qui ne sert pas les actions envers la protection de la nature, c'est qu'il y a un décalage temporel, il y a une inertie dans la manière dont les écosystèmes répondent. Les écosystèmes, c'est quelque chose de complexe, et donc pour les modifier, ils se modifient par le biais de plein d'interactions entre leurs composantes, qui sont souvent des espèces. Et en fait, on met énormément de temps pour se rendre compte à quel point on a dégradé un écosystème. Donc les impacts qu'on voit aujourd'hui sont en grande partie dus à des activités qu'on a eues il y a quelques dizaines d'années. Et inversement, les actions qu'on mettrait en œuvre maintenant, tout de suite, en termes de protection, et pour lesquelles, comme le disait Karine, il y a ensuite des bénéfices économiques, parce que par exemple, quand on met en place une aire marine protégée, comme elle le disait, alors moi je ne sais pas si tout le monde a eu, mais j'ai eu des petits problèmes de son, donc je me permets de répéter si les gens n'ont pas entendu, c'est qu'on va protéger par exemple les poissons de la pêche, ils vont grandir, ils vont se reproduire, ils vont faire plus d'enfants, ils vont s'exporter des réserves, ils vont repeupler les zones avoisinantes, et il va y avoir des bénéfices pour la pêche, des bénéfices pour l'économie, des bénéfices pour les plongeurs, etc. Et ce qu'il y a, c'est que ça prend un peu de temps. Et donc, on a un manque de compréhension de l'inertie des systèmes naturels. Et ça, il faut absolument s'en rendre compte. C'est la première chose. La deuxième chose, se rendre compte à quel point on est dépendant pour nos modes de vie actuels de l'environnement. On commence à s'en rendre compte avec le climat. En ayant une canicule par an, maintenant, les gens ils commencent à comprendre qu'il y a le changement climatique et que les conditions dans lesquelles on vit sont importantes. Et un gros manque, c'est que les gens qui nous dirigent, je ne pense pas du tout qu'ils fassent ça par dégoût de la nature, qu'ils ne prennent pas toujours les bonnes décisions. C'est qu'il y a un énorme déficit de manque de formation environnementale ou écologique dans les cursus sciences politiques ou de la haute administration. C'est des gens très bien éduqués, très intelligents pour la plupart, avec, je pense, pour l'essentiel, ils sont pétris de bonnes intentions pour le bien commun, mais n'ont aucune formation sur des notions de comment fonctionnent les systèmes naturels. Et je pense que c'est un manque. Alors, justement, c'est assez en phase avec la prochaine question que je souhaitais vous poser. Alors, d'une part, justement, sur la restauration des écosystèmes, je voulais savoir si il y avait déjà eu des expériences d'écosystèmes déjà restaurés. Est-ce que il y a des expériences positives dans le monde où, à force justement de décisions intelligemment prises sur tous les sujets que nous avons évoqués, où on a constaté voilà, des progrès, voire des écosystèmes restaurés?
On a des exemples de ce type-là? Alors, il y a de nombreux exemples. Pour faire simple, je vais présenter les choses en disant qu'il y a deux grands types de restauration d'écosystèmes. Il y a la restauration active, où on va aller faire du bouturage de coraux, où on va aller tenter de replanter des posidonies, qui sont des herbiers sous-marins qui sont très importants pour la protection côtière, où on va aller réintroduire des espèces là où elles ont disparu, par exemple. Ça, c'est ce qu'on peut appeler de la restauration active. Et il y a de la restauration passive, où c'est par exemple les aires marines protégées, où on va éliminer un certain nombre de pressions humaines sur l'écosystème pour que celui-ci, de manière naturelle, se restaure de lui-même. Les populations de poissons, par exemple, vont se restaurer, ils vont plus grandir, ils vont réintroduire les interactions trophiques, c'est les chaînes alimentaires qui étaient là avant qu'on les exploite trop. Et ce qu'on observe, encore une fois, pour essayer de faire très court, hein, je schématise et je suis un peu grossier dans les tendances, mais c'est que la restauration active amène très très peu de résultats et très localisée quand ça fonctionne. On a beaucoup de mal à faire quoi que ce soit à une échelle régionale, au-delà d'une petite échelle locale, alors que la restauration passive par le biais d'aires marines protégées fonctionne très bien. Je rejoins ce que dit Joachim. Nous, à La Réunion, donc on a les deux, évidemment, on fait de la restauration passive puisqu'on a mis en place une aire marine protégée. On a quand même essayé de faire de la restauration active. Et en tout cas, dans les zones où ça aurait pu être possible, ça n'a pas marché puisqu'il y a eu trop d'hydrodynamisme qui n'ont pas permis la survie du bouturage de corail, entre parenthèses. Mais ça pourrait être un outil, pas forcément de restauration, mais plus au niveau pédagogique. Et puis après, il faut faire attention. Nous, par exemple, à La Réunion, on a eu malheureusement des épisodes de coulées de boue qui sont venus du bassin versant et qui sont venus détruire la presque totalité d'une partie du récif, notamment à Saint-Leu. Et là, dans un écosystème comme celui-là, vous n'allez pas restaurer dans ce milieu, puisque vous allez avoir peut-être potentiellement dans le futur d'autres coulées de boue. Donc l'idée là, c'est pas de restaurer l'endroit qui a été détérioré, comme l'a dit Joachim, mais bien au contraire d'aller voir sur les causes de dégradation et éliminer ces causes pour que ces coulées de boue ne viennent plus. D'accord. Et alors, j'ai une autre question, justement, en vous écoutant. Comment on crée justement les interfaces entre la science, le politique, l'économique, le juridique, le terrain, qui permettront de progresser sur ces sujets? Est-ce que voilà, toutes ces disciplines, et puis aussi la question effectivement de la formation des décideurs, comme Joachim l'abordait, alors est-ce que déjà à date, vous arrivez entre disciplines à vous coordonner, à échanger? Est-ce que les gouvernances progressent, les instances progressent pour permettre justement ce croisement d'expertise et de compétences? Alors nous, en termes de gestion concrète sur le terrain, il faut aller à la rencontre des uns et des autres et faire aussi le lien, c'est-à-dire être aussi, nous, en tant qu'aire marine protégée, être fédérateur, donc faire se rencontrer les différents compartiments, faire se rencontrer par exemple les usagers, les pêcheurs, avec les politiques, avec le conseil d'administration. Il faut aussi que de plus en plus, et ça Joachim, je pense qu'il me rejoindra, il faut que la science aille vers le citoyen. Donc il faut qu'on vulgarise, qu'on diffuse de plus en plus les suivis scientifiques, les résultats, à quoi sert la gestion, vers le grand public pour qu'ils comprennent aussi ce qui se passe. Il faut aller également vers les usagers qui, eux aussi, ont des connaissances. On appelle ça les ateliers du savoir, nous, à La Réunion, aller à la rencontre des pêcheurs avec qui on va pouvoir échanger. Et puis aussi, au niveau politique, nous, en tant que gestionnaire d'espace, que nous allions à la rencontre des politiques, que nous allions à la rencontre, faire du lobby, expliquer, montrer, exposer ce qu'est une réserve, ce qu'est un récif corallien, les bénéfices, etc. Joachim? Oui, je peux essayer de répondre aussi du point de vue de la recherche. Alors, la science ou les sciences de la durabilité, en soi, c'est vraiment de l'interdisciplinarité. C'est un croisement entre les sciences naturelles ou du monde naturel au sens très large et les sciences humaines et sociales. Et il faut que les disciplines se croisent et soient beaucoup plus interfécondes. On a commencé à le faire depuis un moment, on le fait de mieux en mieux.
Le problème, c'est qu'en France, on est en retard. Il y a relativement peu de formations vraiment réellement interdisciplinaires. Et même dans les recrutements, alors désolé, je vais être un peu technique, mais même dans les recrutements, par exemple au CNRS, les recrutements, on est obligé de se revendiquer d'une discipline. Et donc, quand on est interdisciplinaire, très souvent, par les écologues purs et durs, eh ben, on ne sera pas assez écologue. Et par ceux qui font de la sociologie ou de l'anthropo pur et dur, on ne sera pas assez SHS. Et ça, c'est un problème qu'on a en France et qu'on retrouve dans plein de domaines différents, c'est qu'on aime les cases, on aime les étiquettes, on a du mal à décloisonner les choses, les concepts et les genres dans tous les domaines. Et dans la science, c'est un peu pareil. Donc, on est en retard. Il faut aller plus vite parce que c'est que par cette intégration-là des sciences qu'on pourra faire de la science orientée solution pour résoudre des problèmes de durabilité. Et ensuite, par rapport à l'autre partie de votre question, l'interface science-décision, pareil, on est malheureusement en retard. Alors, ce n'est pas pour faire de l'autoflagellation, que je dis à chaque fois qu'on est en retard, c'est pour essayer de voir ce qui ne va pas et qu'on rende les choses meilleures. Mais beaucoup dans les pays anglo-saxons, par exemple, d'Europe du Nord, ou pas forcément anglo-saxons, mais dans l'Europe du Nord, il y a une culture beaucoup plus poussée de l'interaction entre sciences, décideurs et société civile au sens large, et même un grand nombre de partenariats publics-privés et du multisectoriel. En France, on essaye de mettre ça en place. Il y a différentes plateformes, différentes instances. Par exemple, dans son domaine, en France, il y a la plateforme Océan-Climat, qui fait de l'interfaçage science-décision de manière assez efficace et effective et respectée à la fois par les scientifiques et les décideurs. Mais ça manque, il en faudrait dans un grand nombre de domaines et il faut pousser ça beaucoup plus. Marine, cette question justement de l'interface entre disciplines, mais aussi entre publics, j'ai envie de dire, entre justement nous-mêmes, simples usagers et citoyens, ça vous évoque quoi dans votre façon justement de travailler sur ces causes qui vous animent? Est-ce que vous estimez que justement vous croisez suffisamment avec les gens de terrain, les gens de science, toutes ces disciplines dont on vient de parler? Alors, effectivement, la question, elle est extrêmement complexe. Déjà, pour les citoyens, il y a la question de l'accès à l'information. Or, actuellement, justement, pour connaître la santé de nos océans, c'est pas toujours une information qui est accessible à tous, même si parfois sur les plages, justement, on a accès, par exemple, à des informations comme la qualité de l'eau. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, justement, sur l'accessibilité de ces informations au niveau plus large, c'est-à-dire avoir accès à l'info, mais aussi pouvoir participer au mode de décision. Parce qu'en France, nous avons des procédures de participation bien précises et où malheureusement, aujourd'hui, on observe un petit peu de la part du citoyen une certaine forme de lassitude parce que le citoyen est invité parfois donc, dans les débats publics ou dans les enquêtes publiques à participer sur certains projets réalisés sur le territoire et qui peuvent avoir des impacts sur l'environnement. Mais malgré tout, sa voix est finalement uniquement consultative et c'est pour ça que parfois on voit justement certaines situations être problématiques et être conflictuelles parce que les citoyens finalement peuvent se prononcer sur des situations mais ne sont pas forcément pris en considération dans la décision finale. Je prends l'exemple par exemple que j'ai vécu moi-même en Guyane française en 2018. Total, donc l'entreprise Total s'est implantée pour pratiquer des forages offshore au large de la Guyane, à quelques kilomètres de Kourou. Et il se trouve que donc, le public a été consulté. 99% des avis récoltés dans le cadre de cette consultation étaient négatifs, étaient contre le projet. On était dans une zone à forte densité en matière de biodiversité. Il y a des dauphins, il y a des baleines, des rorquals, énormément de biodiversité qui était donc directement impactée par ces projets de forage pétrolier. Et pour autant, le projet a été autorisé par la préfecture contre évidemment l'avis des habitants, contre l'avis des pêcheurs et évidemment avec un impact climatique
qui est extrêmement fort sur le territoire et puis donc forcément avec des répercussions sur notre planète. Donc, il y a vraiment une question aussi de comment est-ce qu'on associe correctement les citoyens à la prise de décision, notamment les personnes qui dépendent le plus, évidemment, des écosystèmes marins, pour en fait redonner une forme de gouvernance qui soit beaucoup plus inclusive au niveau de nos territoires. Je pense par exemple à des choses qui se font dans d'autres pays. Grâce à la reconnaissance des droits de la nature, par exemple en Amérique du Sud, on a eu et on a aujourd'hui des mécanismes de représentation de la nature qui permettent d'avoir un conseil des gardiens. Je parle par exemple de l'exemple de la Colombie, où pour le cas d'un fleuve pollué par l'activité minière, la justice a décidé de la création d'une forme de conseil d'administration du fleuve à travers justement la création d'un conseil des gardiens en charge justement de la gestion de ce fleuve. Et puis, il y a également, vous trouvez sur Internet, par exemple, l'association ZE qui a, en 2015 déjà, rédigé une déclaration des droits des océans pour avancer sur ces questions de reconnaissance d'une personnalité juridique à certains écosystèmes, notamment donc les écosystèmes maritimes. Et pour moi, en France, notre système juridique, en fait, est prêt à créer ces nouveaux modèles de gouvernance, puisque, par exemple, on le voit justement avec les parcs nationaux. Les parcs nationaux, ce sont des entités juridiques qui sont des entités naturelles, qui ont donc un statut spécial, un budget, un conseil d'administration qui regroupe justement souvent des scientifiques qui sont justement capables d'apporter cette expertise sur comment est-ce qu'on prend soin finalement de ces écosystèmes. Et en même temps, il faudra trouver donc le moyen d'associer mieux justement les citoyens pour qu'ils aient toute leur place en fait à la table des discussions et qu'ils puissent participer en tant que justement usagers ou alors premiers intéressés à la bonne protection en fait de ces écosystèmes. Donc en fait c'est un nouveau mode de représentation aussi qu'il faut inventer pour que Oui. justement la parole soit bien partagée, les modes de discussion. Meilleure intégration des parties prenantes. Quelques questions sont apparues sur le chat. Je pense que celle-ci est à destination de Karine, mais finalement, comme nous sommes présents sur Virtual Nautique, qui est donc ce rendez-vous où sont présents les professionnels du tourisme nautique, Karine, Anne-Christelle Jouin nous demande comment travaillez-vous avec les professionnels du tourisme nautique et de bord de mer sur la réserve de la Réunion? Alors écoutez, c'est une très bonne question puisque justement dans notre deuxième plan de gestion là, qui commence cette année, on a choisi vraiment de se tourner de plus en plus aussi sur l'écotourisme. Alors évidemment, en toute humilité, nous n'allons qu'accompagner en fait les professionnels du tourisme parce que ce n'est pas ni notre mission principale ni notre compétence. Mais par contre, ça nous a été demandé justement lorsqu'on a fait nos réunions de concertation avec les usagers pour la rédaction du plan de gestion. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a créé une commission développement durable touristique dans lequel sont invités bien évidemment tous les professionnels du tourisme qui travaillent bord de mer au niveau nautique, etc., avec nous pour voir comment on pourrait les aider à mettre en place des outils écotouristiques, des outils qui ont trait notamment à l'économie bleue, comment on peut intervenir, comment on pourrait les aider. Ensuite, par exemple, d'un point de vue politique et stratégique, je siège au conseil d'administration de l'île de la Réunion Tourisme, qui est l'organisme qui gère toutes les actions envers le tourisme, notamment qui vient de l'extérieur. Et je travaille régulièrement également avec les offices de tourisme locaux pour travailler, là, cette fois-ci, avec le tourisme local, le tourisme réunionnais. Donc, on essaye un petit peu de s'intégrer. On a envie aussi, puisqu'il y a une deuxième réserve, mais cette fois-ci pour un étang, une réserve nationale pour un étang, l'étang de Saint-Paul à La Réunion. On envisage aussi de se regrouper pour monter éventuellement un label pour les professionnels du tourisme qui s'engageraient évidemment dans un développement touristique mais durable avec une charte, etc. Donc voilà un petit peu les axes dans lesquels on s'oriente évidemment tout en n'étant pas professionnels nous-mêmes du tourisme. Et j'ai une autre question qui, pour la peine, a l'air d'être plus technique. Jamila, elle nous demande, c'est efficace le bouturage de la Posidonie? Je peux tenter de répondre, ça va être bref, pas trop. Voilà, ça marche pas très bien. Et donc, la meilleure des choses qu'on peut faire, c'est de tenter de ne pas arracher ou impacter la Posidonie existante
plutôt que de se dire qu'on pourra la restaurer parce que il y a énormément de gens qui essaient de développer différentes techniques, mais elles sont très très peu probantes. Et enfin, en conclusion, ben oui, je vais me retourner vers vous en vous demandant à chacun un mot de conclusion. Quels sont vos souhaits concernant tout ce qu'on vient d'évoquer ce matin et vos espoirs que vous nous partagiez effectivement ce regard. Je me permets de prendre la parole. Je pense que comme pour beaucoup de gens maintenant, il est assez clair qu'on n'a qu'une seule planète et qu'il faut qu'on y fasse relativement attention. Et il faut avoir cette même conscience pour l'océan, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul océan avec différents bassins interconnectés et que ce qu'on va détruire à un endroit aura des conséquences partout sur l'océan. Et or, le climat de la planète, notre nourriture, notre bien-être, encore une fois, dépend entièrement de la qualité de l'océan. Donc on n'a pas de plan B, on n'a pas d'océan B, on n'a pas de planète B. Et donc, maintenant que la sensibilité commence à émerger sur les liens qu'on a avec la nature et la manière qu'on a de pouvoir la détruire ou la respecter, il faut agir vite, il est encore temps. Effectivement, oui, car pour être bien sur Terre, il faut que la mer et les océans soient respectés. Je pense on commence vraiment bien aussi à comprendre l'interaction entre les éléments. Marine, un mot de conclusion de votre côté? Oui, alors bah, je dirais que comme c'était une réunion assez brève entre nous, je vous invite vraiment à aller bah, vous intéresser de plus près à justement, par exemple, la Déclaration des droits des océans sur le site de zea.org, qui fait aussi partie de la plateforme Océan Climat dont on parlait tout à l'heure, et puis de notre association, peut-être Wild Legal. Donc, on a un site internet qui parle notamment de l'écocide, si vous voulez creuser cette question, parce qu'on l'a évoqué en surface, mais c'est évidemment une des questions majeures qui sera notamment évoquée dans le projet de loi climat qui va être discuté dans les semaines qui viennent et donc qui fera l'actualité. Donc, je vous invite à aller voilà, vous pencher sur toutes ces questions et aller voilà, observer de plus près ce qui se passe dans le domaine des droits de la nature et vous faire votre propre idée. Merci infiniment, Marine. Et un mot très rapide de Karine, parce qu'effectivement, on enchaîne sur une autre session derrière. Karine. Je dirais juste qu'en même temps, on est dans une situation, et tout le monde le dit, d'alerte. Évidemment, il faut qu'on agisse, c'est plus qu'urgent. En même temps, j'ai beaucoup d'espoir parce que sinon déjà, je ne ferais pas mon métier. J'ai beaucoup d'espoir parce que si je vois sur le terrain des changements de comportement, l'intérêt croissant de la population, des enfants pour la protection des océans. Donc, j'ai espoir qu'on y arrivera tous, mais il faut tous qu'on le fasse à nos différents niveaux. Pas que les usagers, pas que les enfants, pas que les gestionnaires. Nous, on n'est que 13 pour notre aire marine protégée, mais aussi à l'échelle de notre territoire, à l'échelle plus haut aussi internationale. Et c'est tous ensemble qu'on pourra y arriver. Merci infiniment de votre participation et à très vite.